Bonjour à tous. Vous avez sans doute entendu parler ces derniers temps d'un événement astronomique exceptionnel qui devait se produire hier soir. La fameuse super lune rose. La plupart des médias ont relayé cette information en nous présentant des photos toutes plus magnifiques les unes que les autres. Ces photos vous ont probablement décidé à mettre le nez dehors avec un appareil photo pour tenter d'immortaliser ce spectacle, et vous avez été, très probablement aussi, déçus. Je voudrais donc revenir sur cet événement, sur les méthodes à utiliser si vous voulez vraiment photographier la Lune, et surtout sur pourquoi vous vous attendiez à voir ça et qu'en fait vous avez vu ça. Alors c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce qu'une superlune exactement ? En fait, le terme superlune a été inventé par un astrologue nommé Richard Noll, puis imprudemment réutilisé par le service de communication de la NASA. Il a ensuite été repris par tous les médias qui l'utilisent pour désigner ce qu'on appelle plutôt, dans des termes plus scientifiques, le périgée syzygie. Bon, en fait, on utilise rarement ce terme parce que, on va pas se mentir, il est un peu chiant avec ses Z et ses Y partout. C'est très pratique au Scrabble, mais à part ça, on va plutôt parler de pleine lune au périgée. Les orbites des planètes et de leurs satellites, donc, ne sont jamais parfaitement circulaires. Elles ont plutôt la forme d'une ellipse. Le point de cette ellipse où elles sont le plus éloignées du corps autour duquel elles orbitent est l'apogée, et le point le plus proche est le périgée. Quand le périgée de la Lune coïncide avec le moment où celle-ci est alignée avec le Soleil et la Terre, c'est-à-dire le syzygie, ou la pleine Lune tout simplement, on parle alors de périgée syzygie ou de pleine Lune au périgée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre le périgée et l'apogée de la Lune est loin d'être énorme. À l'apogée, la Lune est à environ 406 000 km de la Terre, et au périgée, elle est en moyenne éloignée de 363 000 km. On parle généralement de superlune quand la Lune s'approche à moins de 360 000 km de la Terre. Lors de la superlune d'hier, elle était à 357 000 km de nous. Mais encore une fois, cette définition n'a aucune valeur scientifique. Les astronomes, c'est-à-dire par opposition aux astrologues, ceux qui ont vraiment des trucs intéressants à dire sur le sujet, eh bien, la plupart du temps, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que c'est un non-événement. Ça arrive en moyenne une fois tous les 3 mois et, en fait, c'est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on voudrait nous faire croire. Voici une superposition de 2 photos qui ont été faites de la Lune. Une pendant une superlune et une autre quelques mois après. La différence n'est pas très spectaculaire. Pas du tout même. En tout cas, ça ne mérite certainement pas toute la médiatisation qu'il y a eu autour. Quant au terme de superlune rose, eh bien là, vous allez être encore plus déçus. Une lune rose, c'est tout simplement la première pleine lune de printemps pour les Amérindiens. Mais à part ça, elle ne sera pas particulièrement rose. Elle sera comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi les médias se sont mis à reprendre les surnoms amérindiens des pleines lunes comme ça. Peut-être parce que superlune ça ne fait pas assez sensationnel et qu'il fallait en rajouter encore plus. On en arrive au deuxième point de vidéo, les photos. En fait, la plupart des photos qui accompagnent les articles sur les superlunes ont été faites avec des téléobjectifs badass, genre ça. Du coup, forcément que la Lune paraît plus grosse. Sur cette photo, par exemple, on a l'impression que les gens qui regardent la Lune sont proches du photographe. Mais en fait, ils sont probablement à 200 ou 300 mètres. D'ailleurs, on peut remarquer sur la plupart de ces photos une sorte de brume, qui est typique des photos prises de très loin avec un très gros téléobjectif. Il s'agit d'une brume de chaleur qui est due à la réfraction de l'air, négligeable quand on est proche du sujet, mais inévitable quand on prend des photos à 500 mètres avec un super téléobjectif. Voilà, donc vous l'aurez compris, toutes ces histoires de superlune ne sont que bullshit et sensationnalisme. Ce qui nous amène à la troisième partie de la vidéo. Que faire si vous voulez photographier la Lune ? Même si cette pleine Lune n'est pas plus particulière que les autres, ça reste stylé. La Lune, non ? Alors allons-y. Si vous essayez avec un appareil photo classique, comme celui-ci qui a une focale maximale de 55 mm, vous allez être un peu déçu. En fait, la Lune, elle n'est pas si grande que ça dans le ciel. Donc vous l'aurez compris, il va falloir sortir le matos. Ça, c'est un 300 mm. Je pense que ça sera suffisant pour obtenir déjà un résultat un minimum stylé. Et voilà notre super Lune. En fait, la Lune est très lumineuse par rapport au ciel autour d'elle. Donc il faut absolument passer votre méthode de mesure de luminosité en spot, parce que sinon votre appareil va essayer de faire une moyenne
de la luminosité de la scène et votre lune va se retrouver méchamment surexposée comme sur cette image. Alors la lune, on peut facilement lui donner la couleur qu'on veut en jouant sur la balance des blancs, comme par exemple ce beau rose que vous voyez. Pareil, il y a du mal à faire la mise au point. Passez en manuel et réglez-la sur infini. Une fois les réglages d'exposition faits, on se rend compte que la lune est tellement lumineuse qu'on se retrouve à utiliser des sensibilités et des vitesses d'obturation qu'on utilise d'habitude en plein jour. Par exemple, sur cette vidéo, j'étais en ISO 100 et pourtant la lune reste toujours surexposée. Et voilà le résultat. On voit toutes les mers et si on zoome un peu sur la photo, on peut même apercevoir les cratères Tycho, Copernic et Platon, qui sont les cratères les plus visibles de la Lune.